Donc je vais reprendre le déroulement du cours. Donc on va voir une définition générale sur l'apprentissage non supervisé. On va voir les méthodes d'apprentissage non supervisé. Quelles sont les méthodes? Donc il existe plein de méthodes, d'accord? Et après on va essayer de voir soit des travaux pratiques ou bien des projets à réaliser sur des bases de données concrètes, d'accord? Alors, je vais suivre le plan suivant. Je ne vais pas détailler beaucoup. Comme premier point, je vais parler de l'apprentissage non supervisé. C'est là quoi la différence avec les autres types d'apprentissage. D'accord? Un point très important après, je vais traiter ce qu'on appelle la notion de similarité. Donc, je vais introduire pas à pas toutes les notions de similarité. Lorsqu'on parle de similarité, généralement, c'est le but généralement des mathématiques en général. Donc on peut se baser toujours sur l'aspect de comparaison. Donc vous avez déjà vu une mesure d'évaluation. D'accord? Donc pour les modèles par exemple supervisés, vous avez déjà partagé. Donc c'est bon. Alors je répète, vous avez déjà utilisé plein de mesures. Donc si vous voulez par exemple évaluer votre modèle, est-ce que ça marche ou bien ça marche pas. Donc il faut voir une mesure. Donc la mesure généralement qu'on peut utiliser, parfois vous utilisez dans l'apprentissage l'MSE, l'MSA, Mean Square Error. Donc l'MSE, c'est une mesure qui permet de mesurer la comparaison entre votre sortie de votre modèle avec la sortie cible, d'accord, ou bien la sortie réelle. Donc vous pouvez faire une mesure de similarité. Donc ici, pour voir pourquoi on fait l'évaluation, lorsqu'on obtient par exemple une erreur qui tend vers zéro, on peut dire que voilà, ça marche. Mais c'est pas sinon. La question, sinon. Donc, on va voir que cette erreur, c'est l'aspect de distance. Donc, on peut dire que c'est une mesure de dissimilarité. Donc, on va voir les autres mesures de similarité. Donc, comment peut. Donc, ça, c'est un point très important dans le cadre de l'apprentissage non supervisé. Donc, c'est la compréhension et l'interprétation des mesures. Et après, on peut voir, généralement, je vais se focaliser sur la troisième partie. C'est les approches. Les approches qu'on peut voir, on va voir deux approches. Il existe plein d'approches. L'approche basée sur les graphes, basée sur la modélisation statistique, sur la logique flow. Généralement, je vais expliquer les deux modèle de base. C'est un modèle valable pour une situation et l'autre modèle valable une autre situation. Dans le cadre toujours de l'apprentissage non supervisé. Cet ensemble des approches, il est basé sur la distance. D'accord? On va voir comment va se. Toujours, n'importe quel cours, il commence par une introduction et motivation. Pourquoi on étudie ce cours-là? D'accord? Il faut être motivé d'apprendre ce cours-là et d'étudier ce cours-là. Pourquoi? Généralement, c'est plein. Vous savez déjà l'importance maintenant des modèles de machine learning. Il est applicable sur tous les domaines. On peut dire tous les domaines, soit côté informatique, côté finance, côté biologique, côté géologie, n'importe quel domaine. On essaie d'imiter le comportement humain. Généralement,
on peut dire que Monsieur? l'intervention de l'être humain sur tous les domaines qu'il existe dans la réalité. Donc c'est pour cela que le machine learning, donc généralement, donc, elle se base sur ça. Donc vous savez déjà donc, la définition, machine learning. Donc c'est un ensemble d'outils permet Monsieur, Monsieur? d'automatiser des tâches. Monsieur? Oui. Si vous pouvez créer un deuxième lien parce que ce mythe, il est arrivé déjà à 100 personnes. Il y en a qui n'ont pas la possibilité d'entrer. Il faut créer le deuxième lien. Alors donc c'est un problème de premier lien, il est sorti pour logistique. créer le deuxième. Toujours le problème, je vais rencontrer le même problème, c'est d'ajouter. Donc c'est pour cela Si, si, on peut s'il vous plaît, donc je vais donner la main à Jalila. D'accord. Donc en tant qu'organisateur, donc pour accepter votre collègue, c'est bon, Jalila, Oui, monsieur, c'est vous bon. m'entendez bien? Oui. Très bien. Je vais partager aussi. Je pense maintenant ça marche. Alors, on reprend donc pour machine learning aussi, donc c'est une branche d'intelligence artificielle que vous avez déjà, savez déjà. Donc, ce sont des algorithmes sûrs, fondés sur la théorie, donc fortement donc, efficaces en termes de temps, de mémoire. Les résultats aussi interprétables, donc on peut essayer maintenant de voir, donc si vous verrez un petit peu donc, sur les arbres de décision, ou bien les forêts aléatoires, donc les résultats généralement ce sont des considérés des boîtes blanches. Vous pouvez voir exactement comment on peut prendre la décision donc vers la fin. Donc chaque décision, il circule selon donc une trajectoire, d'accord, à partir de la racine. Par contre, le cas des modèles comme les réseaux de neurones artificiels, donc les résultats ne sont pas interprétables. Je ne peux pas voir exactement c'est quoi les variables qui influencent sur la sortie de votre modèle. Donc on peut faire donc le traitement, l'apprentissage, c'est une sorte d'optimisation. Vers la fin, donc on trouve des pondérations. On peut dire que c'est des meilleures pondérations. À la base de cette meilleure pondération, vous pouvez passer vers l'étape de test que vous comparez entre les résultats obtenus déjà avant et les résultats euh, donnés donc dans la phase de test. D'accord. Mais
la question qui se pose, est-ce que le résultat donc, est bien explicable, donc interprétable, oui, donc est-ce qu'il existe une explicabilité derrière, donc je ne sais pas. Donc c'est pour cela, donc on peut dire que ce sont des boîtes noires, d'accord, voilà. Alors donc j'ai aussi les modèles généralement sont des modèles paramétrables, d'accord, qui se basent sur des paramètres afin d'optimiser ou bien de trouver c'est quoi les meilleurs paramètres. Maintenant, donc les types d'apprentissage que donc vous avez déjà vu l'apprentissage supervisé. Maintenant, donc on peut voir aussi les notions de base sur l'apprentissage non supervisé, c'est le but de la première partie de cours, d'accord. Aussi, il existe semi-supervisé, vous trouvez dans votre base de données, donc parfois une partie labellisée et l'autre partie non labellisée, donc comment on peut comment on peut traiter ce genre de base de données, donc on peut parler de l'apprentissage semi-supervisé et l'apprentissage par renforcement. Bonjour monsieur, Oui. bonjour. Merci de partager avec nous l'écran parce que je ne vois rien sur le deuxième lien. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Donc pour l'apprentissage supervisé, donc vous verrez donc cette situation de la data au départ. Donc ça veut dire que votre data est déjà labellisée. D'accord? Alors donc toujours vous avez déjà l'entrée de la data et la sortie de la data. Donc par contre dans l'apprentissage non supervisé, donc on va traiter ce genre de data. Donc si on ne connaît rien donc sur la sortie de votre modèle. D'accord? Donc généralement donc je trouve donc c'est data non labellisée. Donc pas d'expert, pas de passage avant, donc on prend des mesures, des attributs, donc, tout simplement, donc et comment je vais traiter ce genre de data. C'est le rôle de l'apprentissage, c'est pour cela on peut dire de l'apprentissage non supervisé. Donc vers la fin, donc vous pouvez voir que à partir de cet ensemble, de cette illustration-là, voilà, donc le modèle de machine learning non supervisé, donc vers la fin, donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc on remarque que votre modèle, elle essaie de voir une sorte de labellisation. D'accord? Donc mais pas de passage d'expert. C'est le modèle lui-même qui permet de donner donc, cette situation. À la base de quoi? À la base de la mesure, donc de la ressemblance que vous pouvez voir ici, que à partir de cet ensemble des données ici, d'accord? Vous pouvez voir que je peux interpréter donc, ce résultat-là. Donc l'interprétation de ce résultat, donc vous pouvez voir qu'il existe 4 secteurs par exemple homogènes, 4 groupes. Donc généralement donc on va parler de ce qu'on appelle soit de segmentation ou bien de clustering, c'est le regroupement. D'accord. Donc et le regroupement c'est très intéressant. Donc je peux dire que voilà 2 éléments appartiennent ou bien 2 data appartiennent à un même groupe. Généralement elles partagent les mêmes informations. Partager les mêmes informations, ça veut dire qu'elles portent les mêmes caractéristiques. Ça, vous pouvez voir, donc on va voir plein d'applications ici. Donc l'apprentissage par renforcement, donc c'est un type d'apprentissage qui se base sur les processus stochastiques. Donc il faut voir donc une action est basée donc sur la récompense. Donc ça, se peut voir, c'est la partie agentique. Vous verrez après avec C. Mohamed Yousfi dans le cadre de l'agentique AI. D'accord? Voilà, donc l'apprentissage non supervisé, donc on va voir, donc si tu peux parler de l'application de clustering ou bien de segmentation ou bien de regroupement, ça porte les mêmes, c'est de la classification non supervisée. Donc on traite les données non étiquetées, d'accord?
Et à l'ensemble des données non étiquetées, on va voir deux sortes de data. Donc généralement, on peut parler de la data non structurée, d'accord? On peut parler de la data structurée. Donc tous les modèles de machine learning, on ne peut pas travailler directement sur la data non structurée, même si on peut voir dans le monde réel que presque, on va voir dans la deuxième partie, donc presque entre 80 et 90% dans le web, donc la data généralement sont non structurées. Lorsqu'on parle de data non structurée, on peut parler comme exemple, c'est le texte. Le texte, c'est non structuré. D'accord? L'image aussi, c'est data non structurée. Les audios, data non structurée. Lorsqu'on parle de data structurée, donc généralement, donc il porte sur une matrice des données. D'accord? Donc si on prend par exemple une matrice de données, lorsqu'on parle d'une matrice de données, donc le nombre de lignes, il porte une caractéristique et le nombre de P, il porte une autre caractéristique. On peut parler de n lignes, P variable. Donc dans ce cas-là, donc on peut voir donc c'est une data structurée. Vous savez déjà que les modèles de machine learning, donc presque tous les modèles de machine learning est applicable sur un data structuré. D'accord? Donc c'est pour cela, c'est de la difficulté, c'est de passer comment je vais structurer. Par exemple, je vais prendre un exemple de classification de texte qu'on verra après. Donc classification de texte, donc c'est de la classification, tout simplement. Mais comment je vais appliquer un modèle de machine learning, d'accord? Ça, c'est un modèle. Est-ce que je vais appliquer un modèle? Pouvez-vous me donner un modèle qui fait la classification de data? Elle entre dans le cadre de l'apprentissage supervisé. C'est le texte, par exemple, est associé à un état binaire, 0 et 1, par exemple, politique, sport, quelque chose comme ça. D'accord, voilà, donc c'est de la classification. Donc je sais déjà dès le départ qu'un texte est associé à une sortie. Donc à une sortie désirée, donc ça c'est généralement donc c'est un problème de classification. Alors comment je vais choisir un modèle, proposer un modèle donc pour faire cette situation? Donc je peux dire que voilà, par exemple, les arbres de décision, les réseaux de neurones artificiels permettent de faire cette tâche. D'accord? Mais comment on peut appliquer? Car la question, c'est comment je vais préparer la data donc pour appliquer ce genre de modèle. D'accord? Donc la préparation de la data, ou la préparation de la data de telle sorte que la data, il faut voir bien, elle porte les caractéristiques vraiment de l'état réel. D'accord? Alors là, je vais passer de la data non structurée vers la data structurée. Après, je peux appliquer des modèles de machine learning comme je veux et de comparer les résultats voilà, donc, entre les différentes modèles. D'accord? C'est de la même chose donc pour le cas de l'apprentissage non supervisé. Donc on va travailler donc sur un data structuré. Donc un data structuré. Donc la data se forme d'un tableau de données. D'accord? Donc un tableau de données. Donc alors je vais donc c'est une matrice qui porte des valeurs. Donc x1 1 jusqu'à par exemple x1p. Voilà, c'est de l'individu 1. Et le nème individu, donc c'est xn1 jusqu'à xnp. Là, la data structurée, on parle de la communication individu-variable. D'accord? Donc on va voir, donc c'est quoi un individu, c'est quoi une observation, et c'est quoi les variables observées. Lorsqu'on parle de variables, généralement, vous, les statisticiens, vous parlez par exemple les bases de données, ce sont des attributs. D'accord? L'attribut de chaque individu, pour les statisticiens, on parle des caractéristiques ou bien des variables aléatoires. Donc là, chaque individu, je peux mesurer P caractéristiques. Je vais prendre le deuxième individu, je vais mesurer P caractéristiques et ainsi de suite. Jusqu'à le nème individu, je vais mesurer P caractéristiques. La question qui se pose, alors quels sont les individus ici, donc pour le premier la première approche, donc, ou bien la première application, c'est le clustering ou bien le regroupement. Vous verrez ici que on fournit les données non labellisées et l'algorithme regroupe des données selon la notion de la similarité qu'on verra après.
D'accord? Alors, vous verrez ici que ce sont par exemple des images. Je ne sais pas aucune information avant, sauf que des valeurs. Lorsqu'on parle de data, c'est des valeurs. Et après, donc, lorsqu'on présente ça vers un modèle de machine learning apprentissage non supervisé, vous verrez que notre modèle elle est capable de segmenter par cet ensemble de valeurs se forme de deux groupes. D'accord? Les deux groupes, donc vous verrez ici que les deux groupes, elles portent les mêmes caractéristiques. Ça veut dire qu'elles sont similaires en termes de la notion de similarité. Donc, soit de la distance, on va voir les notions. D'accord? Aussi, donc ça, c'est une application donc, de clustering qu'on verra donc, comme première application dans ce sens. D'accord? Voilà, donc ici, vous pouvez voir, par exemple, dans la détection d'anomalies, dans cybersécurité, donc on peut voir beaucoup d'applications dans ce genre. Ah, d'accord? Alors comment je peux vérifier que ça c'est un attaque et c'est pas un attaque. Donc généralement donc il faut voir donc ici donc si on sait que la data est labellisée donc ça marche, je peux voir un modèle d'apprentissage supervisé. Sinon la question c'est sinon donc il faut présenter bien faire découvrir ce genre de modèle donc qui traite la data non labellisée ou bien non étiquetée. D'accord? Une deuxième application, donc, c'est la réduction. Vous pouvez, déjà, vous avez entendu par la réduction de dimensionnalité. D'accord? Donc, avant, donc, je ne peux pas, par exemple, traiter l'imagerie, d'accord? À partir directement, donc, avant la création de CNN, Convolutional Neural Network, on peut traiter ça avec le modèle de réseau de neurones simple, le multilayer perceptron, que vous avez déjà vu. Mais la question qui se pose, que l'image, elle porte beaucoup de pixels. Ça veut dire, lorsqu'on présente une image, donc vous pouvez voir, si on prend par exemple la dimension de l'image est 700 x 700, d'accord? Donc ça veut dire 700 valeurs fois 700 valeurs. Ça donne combien? C'est 49 000. Ça veut dire qu'il faut 49 000 de valeurs dans votre réseau de neurones artificiels. Ça veut dire valeurs d'entrée. On a 49 000 variables. La question qui se pose, on sait déjà dans l'imagerie, donc on a la redondance, tout simplement. Là, si je prends par exemple cette partie de l'image, donc vous verrez que les pixels voisins et les comment sont similaires. Similaires, ça veut dire portent les mêmes informations. La question qui se pose, est-ce que je vais travailler avec les 49 000 valeurs? Donc si je travaille avec les 49 000 valeurs, on aura besoin de combien de paramètres? Si je prends que par exemple, deux neurones la couche cachée, donc ça veut dire qu'il faut voir 49 000 pour le premier neurone et 49 000 pour le deuxième neurone. D'accord? Lorsqu'on parle de deux neurones, ça veut dire que c'est insuffisant donc pour le traitement. Donc vous pouvez voir énormément donc le nombre de paramètres. La question qui se pose, on n'aura pas besoin de tous les nombres de paramètres ici. Donc je peux passer par une réduction de dimensionnalité. D'accord? Donc ça veut dire dans les 49 000 variables, peut-être que 100 variables qui portent essentiellement l'information. Et le reste, je dis que de 49 000 vers 100 variables. Ça veut dire qu'il existe une réduction énorme. La question qui se pose, que parmi les modèles qu'on peut voir, on peut appliquer les modèles de l'apprentissage non supervisé, particulièrement, vous avez déjà entendu par l'ACP, l'analyse par composante principale, d'accord? Donc, il permet de faire la réduction de dimensionnalité. La réduction de dimensionnalité, donc, elle se base, donc, c'est à partir d'un dataset de taille NP, d'accord? Ça veut dire N individus
P variable, tel que P, un nombre très grand de variables, je peux voir donc une nouvelle représentation de ma base de données sur combien de variables? C'est le même individu, n individus, mais on a k variables. Tel que, qu'est-ce que vous remarquez? Donc k est plus petit que p. Ça veut dire que je peux réduire de telle sorte. Mais si je passe par la réduction, donc c'est quoi la question principale? Est-ce que je peux garder, voilà, est-ce que je peux garder la totalité de l'information? Maintenant, si on perd l'information, automatiquement, il va influencer ça sur la qualité de l'apprentissage après. D'accord? La question qui se pose, que à partir de P variable, je vais réduire la data vers K variable, de telle sorte qu'il faut garder la totalité de l'information donc sur les nouvelles, sur les individus 1 à P. Ici, donc, on peut parler c'est une autre tâche de l'apprentissage non supervisé. Après, donc, je vais aussi motiver. Si on prend par exemple une data 7, d'accord, juste sur 4 variables. La question qui se pose, lorsqu'on parle de 4 variables, vous pouvez se supposer que voilà, donc vous avez déjà 10 individus sur 4. Sur 4 variables, d'accord? Ça, c'est un problème de... Est-ce que vous avez déjà la connexion? Donc, on est... Je vais essayer de connecter à partir de... C'est bon? Donc, si je prends par exemple un data, donc vous avez déjà 10 individus, d'accord? Donc, c'est de x1 et de 4 variables, x1 1 jusqu'à x1 4, d'accord? Et de x10 1 jusqu'à x10 4. La question qui se pose, donc vous verrez ici, ça c'est de l'individu 1 jusqu'à l'individu 10. D'accord? Alors la question, c'est comment je vais traiter, c'est quoi le type d'information qui circule sur les 10 individus? Ça veut dire que c'est votre premier contact avec, pas d'information. D'accord? Je vois que des valeurs. D'accord?
Alors, je peux nommer par exemple que la variable x1 jusqu'à x4, ça, je vais vous donner par exemple, c'est la taille, c'est l'âge, c'est quelque chose comme ça. Ce sont des variables généralement quantitatives. D'accord, donc on travaille généralement donc, sur les variables quantitatives. On va voir, donc il existe d'autres types de variables. Et des variables qualitatives, on peut voir des data de variables mixtes. D'accord. Alors, comment je peux traiter, je peux gérer. Donc, c'est que la première remarque que vous pouvez remarquer ici, c'est que vous pouvez déceler des informations à partir de cette représentation de la data. Si je donne par exemple une fonction, vous pouvez voir, vous pouvez remarquer par exemple, si je donne par exemple cette illustration-là, vous pouvez déceler des informations, n'est-ce pas? À la base de la visualisation, donc vous pouvez dire quelque chose. Donc vous pouvez remarquer que cette fonction, elle est comment? À partir de l'illustration. Elle est continue, n'est-ce pas? Si je prends par exemple une autre fonction comme ça, donc elle est pas de continuité. D'accord? Elle est continue par morceau. Ça veut dire que à partir de la visualisation, donc je peux dire que voilà, donc statistiquement parlant, donc le point de départ de contacter une base de données, c'est de faire des illustrations. C'est pour cela que vous avez déjà vu plein d'illustrations, donc par bateau, par quelque chose comme ça. D'accord? Car à partir de l'illustration, donc je peux déceler des informations, je peux faire des conclusions. D'accord? À la base, je vais vous donner un autre exemple. C'est de la même chose, donc la data. Donc, vous pouvez remarquer, par exemple, si je prends cette situation-là, cette représentation, qu'est-ce que vous pouvez conclure à partir de cette illustration-là? Est-ce que vous pouvez faire des conclusions? Donc, oui, voilà. Des groupes, voilà, c'est très, très intéressant. Pourquoi? C'est le regroupement. D'accord? Normalement, lorsque vous faites, par exemple, des recherches sur le web, elles travaillent donc avec les groupes. Automatiquement, si vous pouvez voir perdu dans l'ensemble d'informations, donc c'est de la perte. Mais si je peux dire, voilà, donc on a des groupes d'informations, alors automatiquement, un élément qui vient, je peux comparer avec, par exemple, les représentants de l'ensemble des groupes. Si elles se ressemblent directement, vous cherchez par exemple quelque chose de sport, normalement, donc vous mettez la requête faire les mots sur le sport, où elle passe directement de faire de comparaison de la similarité sur un ensemble qui est le web, mais dans le web, déjà, il existe des groupes. Je dis que voilà, donc vous pouvez faciliter la recherche. Vous pouvez dire que voilà, donc votre, par exemple, article, il se trouve dans ce groupe-là. Je ne vais pas chercher dans les autres groupes. Donc c'est de l'objectif même si dans le cas, on va voir le cas du supermarché. Vous pouvez imaginer que tous les produits ils sont faits comme ça. Vous voulez chercher donc sur le produit tel. Vous allez faire combien de temps donc pour trouver votre produit. Mais si vous passez directement sur un rang déjà spécifique pour ce produit cherché, vous pouvez trouver rapidement votre produit. Ça, c'est de l'aspect de recherche. Généralement, dans les mathématiques, on peut parler des classes. D'accord? Donc là, de la classification, des classes dans les nombres. Donc, lorsqu'on parle des classes, un exemple simple, par exemple, le nombre entier pair et le nombre entier, par exemple, impair. Ça veut dire que je peux subdiviser tous les nombres qui existent sous forme de deux classes. Si je cherche, par exemple, un nombre pair, je vais directement passer vers la groupe. Ça, à la base de quoi? À la base de cette illustration-là. Donc, si on peut voir une représentation graphique, je peux déceler des informations. Je peux dire, voilà, donc, cette base de données, je peux caractériser par exemple, votre collègue, il a dit que deux groupes. D'accord? Deux groupes, ça marche. Alors, est-ce que je peux voir cette situation? Est-ce que je peux passer directement de cette situation? La base, elle porte 4 variables et
de déceler cette information, bien de conclure cette information. On sait déjà que dans la représentation graphique, c'est à partir de 3 dimensions impossible. Même si c'est à partir de 3 dimensions, donc ça veut dire que vous êtes dans l'espace. Hein? Dimension X, dimension Y, dimension Z. Dimension T, vous ne pouvez pas. D'accord? Donc, le but ou bien le rôle, par exemple, de la réduction de dimension avant, donc je peux faire une réduction de dimension. Réduire de dimension, donc ça veut dire que la réalité sur la dimension 4, d'accord? Où je peux faire une représentation de cette réalité, c'est l'image, sur de dimension 2. Ou à partir de dimension 2, je peux faire des conclusions. Les conclusions, automatiquement, elles sont équivalentes, sauf si vous avez, ou bien vous allez perdre la totalité d'informations. D'accord? Donc ça veut dire que lorsque vous passez la réalité et de garder par exemple à 30% de la réalité, est-ce que vous pouvez faire des conclusions réelles dans ce cas-là? Les conclusions sont erronées. Pourquoi? Car vous basez sur que 30% de la réalité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas. Mais si on projette, si on passe la réduction de dimension, je peux garder par exemple 98 de la réalité dans 2 dimensions. Maintenant, donc les conclusions que je peux tirer à partir de 2 dimensions sont valables pour les 4 dimensions. Pourquoi? Car je perds que 2% de l'information. 2% de l'information, c'est rien. D'accord? Ça, c'est le but généralement de la deuxième application. Donc, c'est ce qu'on appelle la réduction de dimension. Donc, la réduction de dimension, je peux faire, vous pouvez voir ici, donc c'est comme un filtre. Vous filtrez. Donc, vous filtrez, vous passez à la base de cet ensemble qui est réellement créé par ici. Je vais voir, par exemple, que 2 variables. Tout l'ensemble. Je garde les mêmes individus, car vous comparez l'individu 1 jusqu'à l'individu n, mais cette représentation, maintenant, elle est représentée sur tout simplement que 2 variables, y1 et y2. D'accord? Voilà, donc c'est l'objectif de l'apprentissage non supervisé. Quelles sont les méthodes qu'on peut voir? Mais avant de faire les méthodes, donc on peut voir les exemples. Donc généralement un modèle de machine learning, soit supervisé, soit non supervisé, elle se déroulera selon 5 étapes. Donc il faut collecter la data, préparer votre data et nettoyer la data. D'accord? Après, vous pouvez passer d'appliquer un modèle, c'est l'entraînement de votre modèle machine learning, de tester votre modèle de machine learning. Vers la fin, c'est le déploiement de votre modèle. Donc après le test, vous pouvez dire que voilà, mon modèle et ça marche, ou bien notre modèle et ça marche, alors je passe directement vers le déploiement de modèle. D'accord? Voilà donc un exemple donc pour voir le clustering. Le clustering, vous verrez ici dans cette page web, d'accord, vous pouvez voir plusieurs catégories, plusieurs groupes, d'accord. Des articles donc sur la politique, des articles sur l'économie, des articles sur le sport, et voilà donc il faut voir lorsqu'il vient par exemple un nouveau article, directement je lis l'article, je peux dire voilà, donc il faut classer dans le groupe de sport. D'accord? Donc généralement c'est le rôle que vous avez déjà fait dans votre PC. Donc toujours il faut créer des dossiers donc pour catégoriser. Voilà, c'est le cours d'apprentissage non supervisé, le cours d'autres cours que vous verrez. Donc c'est le regroupement. D'accord? Donc comment on peut faire ça avant? Donc vous pouvez voir que ici dans le cas de marché, donc vous pouvez voir des secteurs aussi donc pour faire des ronds. Par exemple ici la beauté, donc plein
plein d'applications dans ce cas. Vous pouvez voir ça, donc traitement d'image. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà fait des exemples sur l'imagerie? Ça marche, vous avez déjà fait, vous avez utilisé quel modèle? De ce CNN, hein? Ah, voilà, donc ça veut dire que vous avez déjà donc, une image maintenant, donc c'est un ensemble, c'est une matrice de pixels. D'accord? Mais à la base de cette matrice de pixels, qu'est-ce que vous pouvez donc extraire à partir? Donc ça c'est de l'image originale. Je vois que des pixels. D'accord? Puisque je vois que des pixels, il faut voir donc un modèle qui permet de donner une segmentation. Donc segmentation à la base des pixels. Chaque pixel il porte une intensité de couleurs, soit image couleur, soit au niveau du gris. Mais il faut se focaliser sur la partie différente dans ce cas-là. D'accord? Voilà donc ici donc, une autre, un modèle, c'est à partir de la data déjà originale. Vous pouvez segmenter de cette data, donc vous pouvez voir que la data est segmentée sous forme par exemple de classe 0,1. C'est la segmentation binaire. Ici, c'est de la segmentation basée sur les probabilités. Vous pouvez voir, différencier entre les deux segmentations. Donc, les probabilités, je parle de la densité. Lorsque une zone de densité très grande, ce n'est pas de la même chose qu'une zone de densité faible. Ça veut dire tous les pixels de densité faible, je vais caractériser par une seule classe ou bien un seul groupe. D'accord? Donc, plein d'applications dans l'imagerie médicale. Donc, dans l'imagerie médicale, qu'on va voir, donc, vous verrez ici, donc, parfois, donc, il est difficile de faire la lecture visuelle à partir d'une image scanner. Donc, mais lorsque je passe, par exemple, de faire une segmentation, faire colorer, par exemple, cette image, vous pouvez tirer où, par exemple, se trouve la tumeur, s'il existe une tumeur, ou bien il n'existe pas. D'accord? Donc, il faut voir une partie de segmentation dans ce cas-là. Donc, c'est la même base de données. Donc, vous verrez. C'est bon? Je vais commencer maintenant donc, par la première question. Si je donne, par exemple, pour voir la difficulté de la segmentation, ou bien du clustering, si je donne, par exemple, que 3 individus, d'accord? La question qui se pose, combien de groupes que je peux constituer à partir de 3 individus? Donc vous pouvez voir que c'est un problème NP complexe, c'est un problème combinatoire dans ce cas-là. Alors à partir de 3 individus, je peux voir, soit je vais faire cette segmentation, soit je vais faire cette segmentation, soit je vais faire cette segmentation, ou bien cette segmentation, ou bien cette segmentation. D'accord? Mais dans le cas réel, donc on va voir d'après le nombre de bits. Donc pour faire un partitionnement de l'ensemble X, donc lorsqu'on parle d'un partitionnement de l'ensemble X, c'est partitionner la data se forme de plusieurs groupes. D'accord? Donc si je prends ma data, c'est comme ça. Alors comment je vais créer un ensemble K de groupes à partir de cet ensemble-là? De telle sorte que je peux parler de ce qu'on appelle un partitionnement. Donc un partitionnement ou bien une segmentation, donc il faut vérifier les deux conditions. Si je fais la réunion entre tous les groupes, je vais tomber dans la base tout entière. Ou l'intersection entre les deux classes ou bien deux groupes, c'est l'intersection vide. Ça veut dire pas d'éléments communs. D'accord? Donc ici on parle de la définition de la segmentation. Donc le nombre de parties ici, donc si on prend par exemple la question après qui se pose, c'est quoi le meilleur partitionnement? Est-ce que je vais considérer ça? Est-ce que je vais considérer ça? Est-ce que je vais considérer? Donc vous avez combien de parties ici? Et une autre partie, je vais garder le X tout entier, pas de segmentation. D'accord? Donc vous verrez que vous avez, si à partir de 3 éléments, je vais créer 6 manières de faire le regroupement. Donc, ces manières de faire le regroupement, vous pouvez voir ici pour faire des caractéristiques. Si je pose la question qu'on a 10 individus, d'accord? C'est quoi le nombre de possibilités de segmenter que 10 individus? D'accord? 10 individus. Le nombre de possibilités, vous verrez ici.
c'est le nombre de belles. Ça veut dire vous avez combien? 115. 115 de 166 possibilités. La question qui se pose, à partir de 115, 266 possibilités, c'est quoi la meilleure segmentation de cette que des éléments? Mais lorsque vous parlez d'une base de données réelle, est-ce que je travaille que sur des éléments? Généralement, je travaille sur un nombre des individus dépasse par exemple 1000 individus. Vous pouvez imaginer 1000 individus, donc combien de façons que je vais segmenter ici. Ou lorsqu'on parle de combien de façons, ça on revient, je te souviens de la théorie des graphes. Vous avez déjà vu un petit peu la théorie des graphes? Non? Non. Voilà, je peux vous dire, voilà, donc lorsqu'on trouve plusieurs situations, ça revient, c'est un problème de maximisation ou bien de minimisation. Ça veut dire, lorsqu'on parle de quelle est la meilleure manière de segmenter les 10 éléments, ça veut dire qu'il faut chercher une solution meilleure. Donc une solution meilleure, mais ce n'est pas dans un problème continu. Donc dans un problème combinatoire, qu'on a un nombre très énorme Donc voilà, donc la première, on va essayer de résoudre ça. Donc il existe des méthodes, il existe des algorithmes pour trouver la meilleure segmentation de choses. D'accord? Donc pour faire ça, avant, est-ce qu'il existe une communication entre, c'est en revenant vers, toujours la première séance, c'est la première de beaucoup parler, d'accord? Après, donc on va essayer Donc, lorsque je donne, par exemple, A, B, C, comme ça, est-ce qu'il existe une relation entre les individus? C'est que A, B, C. D'accord? Donc, il faut voir, A, il est caractérisé par quoi? D'accord? Donc, il est caractérisé par quoi? Donc, c'est quoi une meilleure segmentation? Donc, si je prends, par exemple, cette situation-là, donc, cette situation, il faut répondre que, puisque je fais ici, je mets le B et C dans un même groupe. Donc normalement, il faut répondre pourquoi je mets B et C dans un même groupe. D'accord? Mais dans le cas réel, pourquoi je mets B et C, deux individus dans un même groupe? À partir les exemples de la motivation que j'ai déjà cités. Vous parlez de la corrélation, ça veut dire une caractéristique. Pourquoi la corrélation? D'accord? Peut-être qu'on ne sont pas corrélés, mais elle appartient au même groupe. D'accord? Donc la corrélation, donc elle porte une information. On va voir que c'est quoi la mesure valable pour dire ça. Elle est corrélée par rapport. Lorsqu'on parle de la corrélation, on parle de ce qu'on appelle des variables. Je dis que deux variables bien corrélées. D'accord? Mais pour les individus, toujours je cherche le plus proche, ou bien je cherche que je dis que voilà, donc les deux individus ils sont similaires entre eux, d'accord? Mais avant, je ne sais pas. Donc il faut introduire quelque chose pour dire que voilà, puisque je mets ici le B et C dans un même groupe et je garde A de seul, ça veut dire je réponds à une question. La question que je vais essayer de répondre, c'est pourquoi je vais faire B et C ou je ne vais pas faire A et C. Ou bien B et A et je garde. D'accord? Alors ici, donc il faut introduire à la base de ça une notion très intéressante, c'est la notion de ce qu'on appelle de la distance ou bien de la similitude. D'accord? Donc là, les distances. Donc généralement, ou bien les similitudes, ils jouent un rôle important donc dans l'analyse par cluster ou bien par réduction de dimension. D'accord? Ça veut dire que si j'introduis cette notion de similarité sur ce groupe-là, cet ensemble de départ, que je n'ai aucune information, je peux tirer des conclusions. Donc parmi les conclusions, je peux faire les regroupements de données. Donc, dans le regroupement des données, des mesures de similarité ou bien de coefficients de similarité ou bien de dissimilarité, pourquoi je vais introduire le dissimilarité, donc peut utiliser pour décrire quantitativement
similarité ou la dissemblance entre deux points de données dans un ensemble de données. D'accord? Donc maintenant, donc, je peux voir une similarité. D'accord? Alors je peux définir ce qu'on appelle le coefficient de similarité. À la base de ça, donc on va voir que la dissimilarité ou bien la dissimilitude et la distance, elles portent la même information. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire une similarité et qu'est-ce que ça veut dire une dissimilarité. Est-ce qu'une distance, donc euclidienne ou bien distance comme la distance avec des valeurs absolues, est-ce que je peux considérer comme une similarité ou bien une dissimilarité entre les variables. D'accord? Donc voilà, donc plein de méthodes. Donc les types de méthodes basées sur la distance. D'accord? Alors donc je vais se focaliser sur les deux méthodes, mais il existe plein de méthodes aussi basées sur la distance. Je peux voir l'algorithme hiérarchique, je peux voir les cartes auto-organisatrices, d'accord, plein de modèles. Je peux faire des regroupements avec des méthodes basées sur les graphes, la modélisation statistique et la logique flow. Donc plein de modèles que vous verrez d'accord. Voilà. Donc parmi les problématiques, nous avons déjà parlé de l'ensemble elle-même, de le nombre de groupes et le nombre de classes, et la similarité. D'accord? Mais il faut poser la question. Donc comment je vais dire que deux éléments sont similaires? Donc il faut proposer une mesure. Cette proposition de mesure, elle dépend de quoi? C'est de la nature d'observation. Donc, parmi les choses rencontrées dans ce cas-là, donc c'est de la nature des observations. Lorsqu'on parle de la nature des observations, est-ce que vous travaillez avec des données quantitatives ou bien qualitatives ou bien mixtes parfois? D'accord? Donc on peut parler, est-ce que de votre donnée, ou bien vous pouvez parler de données textuelles ou bien des données numériques. D'accord? Alors généralement, donc il faut définir exactement dans quel espace vous travaillez, avec quelle nature de données vous travaillez avant de proposer donc une méthode la notion de similarité, elle dépend de la situation avant, elle dépend de l'observation. Si on prend par exemple, vous savez déjà par exemple la distance euclidienne. D'accord? Donc la distance euclidienne, si je prends par exemple un xi et xg, deux individus, si je veux calculer la distance euclidienne des deux individus, donc il faut faire donc la différence entre les deux. Donc si je calcule, je vais faire la sommation de quoi? Normalement de toutes les valeurs de x, je vais prendre ici c'est xy pour garder d'accord, deux individus. Donc toutes les valeurs xi moins yi, le taux au carré. Avec la racine, je vais faire au carré ici. Donc ici, je fais quoi ici? Et se comporte avec quelle mesure? Vous avez déjà vu cette mesure? La sommation de la différence au carré. Hein? C'est l'erreur. Voilà, c'est l'MSE. D'accord? Donc c'est l'MSE. Pourquoi vous utilisez cette MSE? Car les valeurs de sortie sont des valeurs quantitatives. La question qui se pose, c'est les valeurs de sortie ne sont pas quantitatives. Est-ce que vous pouvez utiliser cette mesure? Votre mesure, dans ce cas-là, n'est pas valable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des comparaisons. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des calculs. D'accord? Donc, il faut proposer d'autres mesures. D'accord? C'est pour cela, donc, pour l'évaluation, vous avez déjà vu une autre manière d'évaluation. Soit les MSE, soit les MSA. Donc, les MSA, c'est une autre mesure. Donc, c'est une autre mesure, ce n'est pas une mesure euclidienne. Alors, donc, ici, donc, on peut parler de ce qu'on appelle de la mesure de norme 1. Donc, qui fait la différence entre x et y. Ou cette mesure-là, avec un nom de ce qu'on appelle de Manhattan. Donc xi moins yi, avec valeur absolue.
Vous avez déjà vu ça. D'accord? Donc c'est une mesure norme 1. La différence entre cette mesure, est-ce que je peux utiliser cette mesure dans les données qualitatives? Non. Est-ce que je peux utiliser cette mesure avec des données mixtes, ça veut dire quantitatif, qualitatif? Non. Vous pouvez utiliser cette mesure si vous avez des observations quantitatives. Si ce n'est pas le cas, donc il faut choisir une autre mesure donc, pour faire la comparaison. Pour ça, on cherche de tendre vers ça, vers 0. Donc dans la phase d'apprentissage, ici, je ne peux pas utiliser dans la phase d'apprentissage. Je peux l'utiliser dans la phase d'évaluation. Mais dans la phase d'apprentissage, vous ne pouvez pas utiliser. D'accord? Pourquoi? Ça dépend de la nature. Lorsqu'on parle de l'apprentissage, vous parlez de l'optimisation. Lorsque vous parlez de l'optimisation, vous parlez de la dérivée. Je te dis le chaînage de dérivée, la rétropropagation. Ça veut dire des dérivées. Au voisinage de 0, il y a la valeur absolue. Est-ce que la valeur absolue est dérivable au voisinage de 0? Non. Donc c'est pour cela qu'on choisit un MSE. Donc c'est l'erreur comme le square. D'accord? Donc plein de situations que vous ne pouvez pas. Donc mathématiquement parlant, donc il faut voir dans quelle situation donc, vous êtes. D'accord? Plein aussi comme troisième. Comment je peux définir donc un cluster? Aussi, donc comment je peux valider que votre clustering, est-ce que ça marche ou bien ça ne marche pas? C'est quoi le meilleur clustering? D'accord? Donc voilà le résultat obtenu par le modèle. Est-ce que je peux dire que c'est le meilleur résultat? Je ne sais pas. D'accord? Donc ça dépend de quoi? Ça dépend de le nombre de clusters identifiés. D'accord? Je peux vous dire, voilà, donc meilleur clustering si je mets chaque individu dans un groupe. Je vais voir une mesure de l'évaluation. Si je mets chaque individu dans un groupe, je vais voir que cette erreur, elle tombe vers exactement est égal à 0. Donc exactement est égal à 0. Est-ce que je peux dire que cette situation, elle est normale? Elle est meilleure? Je فهمتوني. On chaque individu, on dirait groupe. Le premier individu dans le premier groupe. Deuxième individu, le premier. Ça veut dire que si on a un individu, on a besoin de combien de groupes? Un groupe. C'est une solution. Parmi les solutions. Je peux vous dire que cette solution, si on propose la mesure de ce qu'on appelle l'inertie intraclasse, cette inertie, elle va donner, je cherche à minimiser cette inertie. Elle va donner 0 exactement. Pourquoi? Cette inertie, elle dépend de la valeur je vais comparer avec la moyenne. On va voir le rôle de la moyenne. La valeur, s'il existe une seule valeur, la moyenne est égale combien? C'est le même, c'est le x1. C'est la moyenne de x1, c'est x1. Là, on a 1 sur n, x1, c'est x1. Je vais faire x1 moins la moyenne, c'est égal combien? C'est 0. Là, on peut parler dans le cas de l'overfitting. Faites le cadre. Ça veut dire que ce n'est pas meilleur. Pourquoi ce n'est pas meilleur? Car j'utilise, par exemple, une mesure, ce qu'on appelle est-ce que le nombre de groupes, je peux vous répondre dans cette situation, que meilleur nombre de classes ou meilleur nombre de groupes si je mets cette situation. Mais ce n'est pas logique. D'accord? Ça veut dire je ne passe pas par le clustering, car l'objectif, c'est le regroupement. Le regroupement, c'est généralement de réduire le nombre de groupes. D'accord? Dans l'ensemble de n, est-ce que je vais trouver un compromis entre le nombre de groupes minimal avec cet indice que je vais, par exemple, maximiser ou bien minimiser? Le cas de l'exemple là, le cas de l'overfitting, le cas de l'apprentissage supervisé. C'est quoi l'overfitting? Dans l'apprentissage supervisé. Vous essayez de parler, hein? Le surapprentissage. Ça veut dire que votre modèle, elle apprend par cœur. Hafad. Si tu changes la situation X par rapport à Y, elle va se perturber.
n'est-ce pas? واحد اللي كيحفظ ما كيفهمش. Donc ça veut dire, donc c'est le cas de surapprentissage, ça veut dire que votre modèle passe parcourt sur toutes les valeurs. La sortie théorique de votre modèle, c'est exactement la sortie ciblée, bien la sortie de l'expert. Ça veut dire que votre erreur d'apprentissage est égale combien? Exactement 0. Si tu tombes dans cette situation, c'est impossible. Ça veut dire que votre modèle, elle apprend par cœur. La question après posée, si l'erreur est différente de 0, je vais dire à quel niveau je vais dire que ce modèle-là, ça marche bien. Lorsqu'on parle de différente de 0, ça veut dire quoi? Beaucoup de valeurs. Différente de 0, c'est 10. Différente de 0, c'est 100. Différente de 0, c'est 26. Alors, je vais dire c'est quoi la meilleure valeur dans cette situation. C'est difficile. D'accord? Mais je sais, lorsque votre modèle, dans l'apprentissage, il tombe vers l'erreur, il tombe vers 0, ça veut dire que votre modèle, elle apprend par cœur. Il tombe dans le cadre de l'apprentissage, de surapprentissage. Le cas, votre modèle, ça ne marche pas. C'est toujours, donc il faut voir, donc toujours donc pour l'évaluation, donc c'est de la même situation qu'on verra ici. Donc quel algorithme, dans ce cas-là, donc plein, et comment je vais comparer que cette groupe est meilleur par rapport à cette groupe. Voilà, donc c'est les problématiques qu'on va essayer de répondre dans la première partie de cours. D'accord? Voilà, donc je vais passer rapidement sur la similarité et non-similarité, et après donc on va voir un atelier donc pour pratiquer ça donc réellement. D'accord? Donc pour la similarité, il y a deux choses. Donc lorsqu'on parle de la similarité, elle permet de mesurer. Donc si je prends un X, un individu 1 par exemple, et l'individu 2, la question qui se pose, est-ce que je peux définir donc une fonction ou bien une mesure de similarité qui permet de donner? Lorsqu'on parle de similarité, ça veut dire qu'elle permet de quantifier quelque chose. Donc quantifier quelque chose, je vais faire par exemple S de quoi? De l'individu 1 et l'individu 2. Donc la similarité, généralement, donc c'est une mesure positive, comme l'erreur. Mais aussi, elle permet d'encadrer, ça veut dire au maximum, je vais trouver 1. De telle sorte, si je trouve le S de l'individu 1 et l'individu 2, elle tombe vers 1, alors je peux dire que voilà, donc l'individu 1, maintenant, c'est à partir d'un résultat obtenu, je peux faire une interprétation. Donc, une interprétation tirée de la valeur 1 ou bien quelque chose qui tombe vers 1. Donc, je peux dire que l'individu 1 et l'individu 2, ils sont semblables, ils sont similaires. D'accord? Ils sont similaires. Donc, puisqu'ils sont similaires, ça veut dire qu'ils portent les mêmes caractéristiques. Si ils tombent vers l'inverse, ils tombent vers 0, pas de similarité. D'accord? Pas de similarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont différents. Mais lorsqu'on parle de termes différents, la question qui se pose, quel degré de difficulté? Quel degré de différence? Voilà, c'est ça. Voilà que lorsqu'on parle de sons similaires, c'est terminé. Ça veut dire qu'ils portent les mêmes caractéristiques. D'accord? Similaires. Donc, c'est le cas qu'on va voir de la distance. Je vais catégoriser la distance dans le cas de dissimilarité. Donc, similarité, on va voir ce qu'on appelle de la mesure très connue, c'est le cosinus similarité. Le cosinus similarité, donc généralement cette mesure, lorsque je dis voilà, ça dépend de l'application, généralement utilisable si je veux voir la similarité entre les mots. Lorsqu'on parle de la similarité, vous avez déjà vu ça, lorsqu'on parle de la similarité entre deux mots sont similaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ah voilà, car dans la réalité, deux mots similaires, ça veut dire quoi? La sémantique, elles sont les mêmes, mais ce n'est pas exactement les mêmes. Ça est égal à ça.
Voilà. Donc, par exemple, si je prends, par exemple, là, il y en a deux mots. Par exemple, un informaticien et ingénieur, par exemple. Elles portent les mêmes. Ça dépend que je peux utiliser les deux dans un même contexte. Donc, sont différents, deux mots différents, mais elles portent, à la base, elles portent un son presque le même. Dans ce cas-là, donc, je peux pas utiliser, si j'utilise la distance euclidienne, ça marche. Tu peux appliquer ça. Mais au niveau de l'interprétation, ça ne donne rien. Mais si on utilise par exemple cette similarité, cette mesure de similarité, c'est le cosinus. Donc cosinus similarité, donc ça veut dire qu'il permet de mesurer. Si je prends par exemple deux mots dans un espace, ça, les deux mots, ils sont similaires. Similaires pourquoi? Ils sont plus proches. Pourquoi? Car si je calcule le cosinus des similarités entre les deux, je vais trouver que le cosinus, il tend vers quoi? Il tend vers 1. Ça veut dire que je peux dire deux mots, ils sont similaires. Si ils tendent vers 0, pas de similarité. Pas de similarité, ça veut dire pas de contexte. Si je peux dire par exemple un chat et l'ingénieur, pas de contexte ici. D'accord? Donc des choses communes, donc pas de sens commun, donc je ne peux pas dire que voilà, ils sont similaires. Après le calcul, il faut voir que les deux mots, ils permettent de donner, si je calcule la similarité de cosinus, on verra ça dans la deuxième partie du cours. Si je calcule cette similarité, je ne peux pas trouver qu'il tombe vers 1. Il faut voir qu'il tombe vers 0. Et là, quand il tombe vers 1, ça veut dire que votre modèle n'est pas bien. Soit votre data n'est pas bien représenté dans l'espace quantitatif, soit quelque chose ça marche. Donc ça veut dire qu'il faut interpréter tout. Chez valeur, mais je ne sais pas, je ne peux pas dire voilà, elle donne ça. Donne ça pourquoi? D'accord? Est-ce que votre mesure de similarité, ça marche? Peut-être que vous utilisez une mesure de similarité dans un espace que ça ne marche pas, que les interprétations sont erronées. D'accord? Voilà. Alors, on peut voir les mesures de similarité des données quantitatives, catégorielles, des données mixtes, les deux. D'accord? On peut voir. La similarité, voilà. C'est dans le sens de on a deux mots qui se ressemblent en termes de forme, oui. Ou bien de sens. Ça dépend. D'accord, lorsqu'on parle, on va voir, vous parlez de la data textuelle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs approches pour représenter ça dans le cadre quantitatif. Lorsque vous passez de représenter, vous calculez la similarité, par exemple, entre les deux mots. Si il tombe vers 1, automatiquement, réellement, ça veut dire que les deux mots ils sont similaires. D'où vient cette similarité? Généralement, le texte, à partir du contexte. D'accord? Par exemple, on va voir un exemple où, par exemple, votre client, par exemple, est satisfaisant, par exemple, à votre service. Si je change client par quelque chose comme ça, donc votre service, votre client, si je parle de, ou bien votre assuré, je peux utiliser les deux. Votre assuré est satisfaisant par votre, par exemple, service. Donc là, le terme, c'est de la satisfaction. Mais généralement, l'assuré et le client, ils portent le même rôle, l'affaire de local. Le cas de la comparaison, lorsque vous structurez les deux mots, elles prennent deux vecteurs. Si vous calculez le cosinus de similarité, il faut voir qu'ils sont plus proches dans l'espace. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'ils sont différents. C'est plus proche à la base de quoi? D'accord? Sauf le cas de texte. L'autre cas, donc ça dépend. Voilà, donc ici, donc pour un exemple, vous prenez par exemple le clustering de points de livraison, par exemple, dans une ville. On va voir ici que dans une ville, donc il est caractérisé par exemple, la latitude et l'amplitude. Ça veut dire que ce sont des valeurs quantitatives. D'accord? Comment je peux dire que cette place est plus proche que cette place-là? Ça dépend de la réalité. Donc si j'utilise par exemple
Vous pouvez voir, par exemple, j'utilise la map, c'est le mapping. Donc le mapping, il existe beaucoup de contraintes. Donc si vous verrez, si je prends par exemple ce point-là par rapport à ce point-là, en termes, si je calcule la distance euclidienne, qu'est-ce que vous pouvez dire ici? Que les deux points ils sont plus proches. Pourquoi plus proches? Car il permet de mesurer la longueur. Voilà, c'est la longueur du segment direct entre le point. Supposons qu'il y ait l'interdéterminé. Ça veut dire qu'il faut le faire relier. Ça veut dire que ce point-là, c'est pas proche. En termes, si j'utilise la distance euclidienne, donc l'interprétation, il dit voilà que les deux points. Pourquoi on mesure je localise par exemple les points plus proches? À la base, que je vais voir, donc je vais faire donc un livreur, il peut trier la livraison par rapport les éléments plus proches. Il ne va pas ici, après il va revenir ici, après il va... Donc normalement, il faut faire une classification ou bien un regroupement des points de service ou bien de distribution le plus proche. À des points de distribution le plus proche, il faut donner c'est quoi exactement les points les plus proches. Donc c'est pour cela donc il faut utiliser une méthode de similarité. Donc une méthode de similarité, donc si on prend par exemple la distance euclidienne, donc la distance euclidienne c'est la distance avant l'oiseau. Ça veut dire pas de contrainte. Donc pas de contrainte, l'oiseau donc il permet de voir passer directement à ce point vers ce point, pas de d'accord, mais par contre il y a comme la terre, donc plein de contraintes. Vous ne pouvez pas passer directement du point vers point. Donc on peut prendre une autre mesure. C'est la mesure par exemple, ça veut dire je peux proposer une autre mesure. C'est la mesure de Manhattan par exemple. Manhattan, pourquoi? Manhattan c'est une ville. Donc ville qui permet qu'au lieu de passer directement le point avec cette distance, je vais passer par exemple la distance telle plus la distance telle. C'est plus réel. D'accord? Ça veut dire il faut prendre, je ne vais pas utiliser car l'interdit, mais je vais utiliser une distance plus une autre distance. Ça veut dire que la mesure de Manhattan dans ce cas-là, donc il est plus pratique par rapport à la mesure euclidienne. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Ça va? Et le reste, c'est des calculs. Voilà, donc, donc le coefficient de similarité, s'il varie entre 0, pas de similarité, 1, c'est de la similarité parfaite. D'accord? Vous pouvez voir plusieurs mesures, quelle est la mesure de Jacquard, quelle est la mesure de cosinus. Voilà aussi une autre mesure de similarité, c'est la corrélation de Parsons, que votre collègue il a déjà parlé de ça. Donc on peut, si on veut répondre, je vais prendre par exemple la variable x1. D'accord, je vais citer ici. Donc la variable x1, il va donner des valeurs. Je vais prendre une variable x2. Comment je peux dire, voilà, les deux variables, est-ce qu'ils sont corrélés ou bien non? Comment je peux répondre à cette... Là, je peux représenter, je peux faire une... Comparer leur vecteur. Oui. Il faut calculer quoi? Donc je vais passer par le calcul. Le vecteur. Une mesure de similarité dans ce cas-là. Donc c'est de la mesure de personnes. C'est de la mesure, donc je peux dire, voilà, donc je peux voir, c'est le coefficient de corrélation. Vous avez déjà vu le coefficient de corrélation. Donc il permet de mesurer la corrélation entre quoi et quoi. Ça c'est une mesure. Mesurer la corrélation. Donc cette coefficient-là, donc elle est entre quoi? Entre 1 appartient à 1 et moins 1. D'accord? Donc s'il est tend vers 1, ça veut dire que je vais répondre par donc x1 et x2, il est bien corrélé. S'il tend vers moins 1, aussi il est bien corrélé. D'accord? Alors pour rendre, c'est une mesure de similarité, il faut faire quoi? Je ne sais pas dire.
La valeur absolue, tout simplement, pour rendre par définition. Car la définition de la similarité, c'est une mesure positive entre 0 et 1. Donc, si je mets la valeur donc moins 1, donc il permet de répondre moins 1, la valeur absolue de moins 1 est égale à 1. Donc, automatiquement, il est bien corrélé. Avec le moins, il dépend de quoi? Le sens. D'accord? Il y a la variable, elle augmente, ou l'autre, elle diminue, ça veut dire qu'ils ont sens opposé. Il est bien corrélé. D'accord? Dans cette situation-là, donc vous pouvez voir par exemple cette nuage de points à la variable x, x1, et l'autre variable c'est x2. D'accord? Et je vais voir cette situation. Sans calcul, je peux dire que voilà, donc les deux variables, ils sont comment? Dans cette situation-là. Est-ce qu'elles répondent là? Est-ce qu'il est corrélé ou bien non? Corrélé, ça veut dire plus la linéarité. Est-ce que je peux trouver donc une droite linéaire qui passe approximativement sur même droite ou bien non? Faites le cadre. Oui. Voilà, donc vous remarquez que voilà, c'est de la droite. Donc dans ce cas-là, donc si on calcule le coefficient de corrélation, son valeur absolue, donc la corrélation de x1, x2, elle va donner à peu près, elle tombe vers quoi? Elle est bien corrélée, mais elle va tomber vers quoi? C'est pas 1. Ben voilà, c'est ça. Donc c'est moins 1 tend vers moins 1. Pourquoi? Et vous remarquez ici, ils ont le comportement inverse. Avec le moins 1, donc le comportement inverse, vous remarquez ici, lorsque vous projetez à 10 points, vous remarquez le petit maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous augmentez par rapport à x1. Ou qu'est-ce que vous remarquez ici? Par rapport à x2. Lorsqu'on projette, les deux projections. Je passe deuxième point. Pour deuxième point, on remarque, troisième point, on remarque qu'on augmente selon x1. Mais par rapport à x2, on diminue, voilà. Donc ça veut dire, si le comportement ici, le coefficient de corrélation, elle répond de deux choses. C'est interprétable de deux choses. C'est une valeur. بحال أي valeur. ولكن هذاك la valeur, elle porte une information essentielle. Donc cette information, donc, elle permet de mesurer la corrélation entre deux variables statistiques. Donc les deux variables statistiques, si elles tombent vers 1, sans faire l'illustration, vous pouvez dire, voilà, imaginez que voilà, donc les deux, ils sont bien corrélés. Bien corrélés, ça veut dire qu'ils passent selon à peu près, selon donc une droite. On va voir les coefficients de corrélation, l'importance de la réduction de dimension. D'accord? Car après, il y a quand on dit deux variables sont bien corrélées, ça veut dire, pour moi, ils ne portent aucune information. Il a l'information, si je sais l'information sur x1, je peux conclure par rapport à x2. D'accord? Donc si on sait l'information sur x2, je peux conclure par rapport à x1. Ça veut dire, et là quand je peux conclure, ça veut dire je n'ai pas besoin d'utiliser le x2. Il suffit d'utiliser qu'une seule variable. Quand on a deux variables, je parle d'une seule variable dans ce cas. D'accord? Voilà, donc la coefficient de... Vous pouvez lire ça. Donc l'objectif, c'est de mesurer la ressemblance. Lorsqu'on parle de la ressemblance et de la similarité est très grande. Très grande, ça veut dire au maximum, vous allez obtenir 1. D'accord? Par contre, dissimilarité, la distance, c'est une dissimilarité. Pourquoi? Il y a deux éléments ressemblent et se ressemblent. Si je prends par exemple x1, individu 1 et individu 2, quand les deux éléments ils se ressemblent. Il y en a de la dissimilarité, c'est le contraire de la similarité.
Ça veut dire si j'applique la distance. Ils se ressemblent, ça veut dire qu'ils portent les mêmes caractéristiques que les variables. D'accord? Ou bien les caractéristiques sont plus proches. Quand deux éléments se ressemblent, les deux éléments sont identiques, et là, la distance entre les deux, ça donne combien? C'est 0, voilà. Par contre, la similarité, si elle tend vers 0, pas de ressemblance. C'est pour cela, donc, je peux dire, voilà, donc c'est l'inverse de la similarité. Donc, lorsque je calcule la distance, je trouve la 0, ça veut dire les deux individus, ils sont semblables. Ne sont pas semblables, pas de ressemblance, c'est différent de 0. Voilà, la question qui se pose, lorsqu'on parle de la distance, je parle que la distance, c'est appartient à R+. 0 راح نعرفناه ولكن كيبقى ouvert après من la droite. Est-ce que je peux trouver une distance négative? Là. ولكن كتبقى لي la distance 0 il est ici, mais ici je peux trouver toutes les distances ici. Lorsque je veux répondre plus proche ou bien une distance très grande, ça dépend de la distance très grande. Très grande, je répète à ça, wesh 10, wesh 15, wesh... D'accord? Mais 0, je peux répondre directement. Donc 0, c'est directement, je peux dire qu'ils sont identiques. Et là, quand exactement 0, ça veut dire واحد فوق واحد. Identique. À peu près 0, quelque chose, peut-être des identiques, ça dépend de la situation. Et là, quand il fait la probabilité, parce que la probabilité 0,15, là, 15, 30, ça veut dire 15%. Ou 15%, c'est quelque chose, il est énorme. Voilà qu'en termes de calcul, la distance 0, quelque chose, c'est rien. D'accord? Voilà l'importance de comprendre les mesures. Ça marche? Donc les mesures de proximité, ici, donc ce sont des mesures, je peux construire donc une matrice des valeurs, tout simplement. Mais là, quand on a la mesure euclidienne, donc cette matrice, c'est une matrice, comment? Elle est symétrique. Et on a la distance D11, c'est la distance entre deux éléments. Donc je peux voir, c'est la même distance de D2, entre l'individu 2. Donc ça veut dire que cette matrice, je peux voir une approximité, donc de proximité, donc de telle sorte, si j'utilise les distances, automatiquement les valeurs... Ah, voilà, donc ce sont 0, car les éléments sont identiques. C'est la distance entre l'individu 1 et l'individu 1. La distance entre l'individu 2 et l'individu 2. Par contre, si je passe de voir ça en similarité, ce n'est pas le cas. Les deux individus sont plus similaires. On peut voir ici quoi? C'est le 1. Ça veut dire une forte similarité. Sont identiques, ça veut dire que la similarité, elle donne exactement égale à 1. Donc c'est pour cela que la distance, c'est une dissimilarité. Ce n'est pas une mesure de similarité. D'accord? Mais généralement, les deux sont des approximations. D'accord? Aussi, donc vous pouvez voir. Aussi, je vais vous donner ici quoi? Là, lorsqu'on parle de la matrice de proximité ici, donc vous pouvez voir le cardinal de la taille de la matrice. Donc la taille de la matrice, de quelle taille? Un des n, nn. D'accord? Donc nn, donc ça veut dire que je vais comparer individu par rapport à l'individu. Est-ce qu'il existe une relation avec les variables? Et là, quand on dit une relation avec les variables, on a combien de variables? Et là, le cas dans notre cours, je vais travailler sur des dimensions. D'accord? On a bien P dimensions. Donc ça veut dire si je compare les variables, automatiquement, donc il faut voir une matrice de P fois P. Ça veut dire je compare variable par rapport à l'autre variable. Variable x1 par rapport à la variable x2, par rapport à la variable... Ou ça, je ne peux pas trouver une matrice de proximité. Mais je peux trouver dans une autre matrice, c'est la matrice de covariance, par exemple. Donc, si vous remarquez la matrice de covariance, donc la taille de votre matrice, ce n'est pas NN.
c'est D fois D. Pourquoi? Car je compare ici, donc c'est x1, c'est de la variable x1, la variable x2, donc il faut différencier ça jusqu'à la variable xd. Lorsque je calcule la variance entre x1 jusqu'à xd. Par contre, dans la matrice de proximité, je calcule la proximité, c'est de la distance ou bien la similarité entre les individus, c'est pas entre les variables. On a combien des individus? N individus. Donc ça veut dire c'est de l'individu 1 ici jusqu'à l'individu n. Je vais comparer cet individu 1, je fixe l'individu 1 par rapport à tous les individus. Okay. L'individu 1. Donc c'est pour cela que cette matrice, donc elle porte une information donc sur la comparaison. Avec l'observation, avec quelque chose que je peux observer sur la matrice, donc je peux tirer des conclusions. D'accord? Oui? Vous avez perdu la connexion. La connexion? D'accord. Il est 2 meetings. On doit s'arrêter, je pense, donc pour prendre une pause. Après, on reprend. Pour la... Donc pour appliquer, donc on va travailler. Donc je vais partager avec vous le premier atelier. C'est bon?